Hello to you. Bienvenue les amis dans le 50e putain de numéro de la putain de cloche. Ouais, fucking. Bah voilà, c'est tout. C'était. Fucking yeah man. Il nous en. Non mais c'est l'arme fatale. J'aime bien la VF qui est formidable. Donc, 50e numéro, pas de gâteau, pas de champagne, pas de plaisir, mais on est là quand même, c'est notre force, avec Ali de Catch Club, Christophe de Ajus, je m'essuie les babines, et les pop de Ali de Catch Club, Esteban Zia. Les cités d'or, oui, on adore les cités d'or, montre-nous ton grand condor. Je vous présente d'ores et déjà les excuses. Oh, mais nous, on veut vous présenter autre chose. On a un corps, on a une âme, on a une vie. Un peu trop de vie d'ailleurs. Donc, les pop de Ali de Catch Club, Christophe de Ajus, et vous, amis de la cloche et de l'univers d'Ajus, 50 numéros, bien, c'est simplement 2, comme dirait Chéreau, mais ça n'a rien à voir. Bisous à tous, bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Christophe, merci à tous de nous suivre depuis maintenant 50 cloches, plusieurs clochettes, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, et merci Christophe de partager sa carrière avec nous, parce que comme vous le savez, je sers littéralement à rien dans cette émission. Je partage la carrière, mais pas la thune. Si Christophe... Je garde tout, moi. Si Christophe n'était pas là, il n'y aurait pas de sujet, et franchement, oui, bon, on a quand appris... Christophe n'est pas là, le mec fait une chaîne à 100 000... des dizaines de milliers de vues. Quand il y a Christophe, c'est 20 000 abonnés, quelques milliers de vues, donc le ratio est quand même... Non mais franchement, on a appris tellement de choses dans ces vidéos, et c'est sans déconner. Moi, je me rappelle même de temps en temps de petits moments comme ça. Tu nous as balancé quand même pas mal d'anecdotes, et je l'avais dit en parlant avec Christophe au départ, mais moi je pense que la cloche c'est quelque chose que les gens regarderont même dans quelques années, quand il y aura des nouveaux fans de catch trop tard, les mecs, qui vont découvrir Christophe, qui vont découvrir Philippe, etc. Parce qu'ils vont apprendre plein de choses. C'est une petite encyclopédie de 21 ans en tant que commentateur WCW, WWE. On enchaîne donc pour cette 50e, on se retrouve toujours en 2017. Ah oui, on est gâtés là, je veux dire, pas de SummerSlam, pas de WrestleMania... La beauté du hasard fait on va être gâté Eden, par l'Inde lors de cet épisode. Attention, on va assister à un changement de titre potentiellement le plus choquant de ces dernières années, je pense à la WWE. Ah bah oui, tellement clairement il venait de nulle part. Donc écoutez, sans plus attendre, on va directement enchaîner. On a fait Payback lors du dernier épisode pay-per-view 100% Raw, qui était donc le 30 avril. On enchaîne maintenant avec Backlash, qui a lieu le 21 mai 2007, mais cette fois-ci pay-per-view 100% SmackDown. On a un petit match lors du kick-off, Ty Dillinger contre Aiden English. Ty Dillinger qui venait d'effectuer ses débuts à ce moment-là, donc du côté de la WWE. Perfect 10. Il est arrivé, donc ça veut dire début quasiment 2017 dans le roster principal. Ça a duré 3 ans, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, moins même, j'ai envie de dire, je sais pas. Oui, ou 2 ans, c'est vrai, parce que ça fait quelques temps qu'il est plus là maintenant, oui, c'est vrai. Et puis, il a pas... Non, ouais, ça fait au moins déjà 2 ans qu'il est plus là. Oui, c'est vrai, ouais. Et puis il a pas fait grand-chose. Il a pas fait grand-chose. Ce Ten, ça t'avait fait vibrer aussi, je pense, pendant quelques semaines. Quoi, oui, bon, mais ça pouvait pas aller loin. Ben 10 en a fait une carrière pour tous les amoureux des dessins animés, mais c'est tout. Il fallait vraiment avoir un dessin animé à son nom pour aller plus loin que ça. Non, ça pouvait pas faire grand-chose. Malheureusement, c'est le genre de truc qui coince très vite, et ça s'est vérifié. Il s'est pris une fessée d'ailleurs hier soir, parce que on tourne, l'épisode qu'on le voyait a été tourné une semaine auparavant. Il s'est pris une fessée hier soir lors de la WWE Dynamite par Mike Tyson. Oui. Parce que Mike Tyson était de retour, il est venu confronter le nouveau clan, le Pinnacle, le pinacle de la WWE, et il fallait qu'il y en ait un qui se prenne les patates de Mike Tyson. C'est tombé sur le bon vieux Shawn Spears, qui s'est fait démolir par Tyson. Une rapidité encore assez incroyable, le Tyson. Et ce qui était marrant, bon, petite parenthèse à EW, mais ce qui était marrant, c'est qu'on connaît très bien l'histoire de Tyson et Jericho à la WWE. À chaque fois, lors du dernier retour, on pensait qu'il allait, être du côté de Jericho, mais au final, non, il les a trahis pour être du côté de la DX. Tout à fait. Et cette fois-ci, en fait, au final, hier soir, enfin, on a eu le droit... serrage de main, le câlin entre Jericho et Mike Tyson. Donc voilà, Tyson qui potentiellement va réapparaître prochainement du côté de la AEW. Mais là, on est du côté de SmackDown. Donc Ty Dillinger, lui, c'était lors du kick-off. Ensuite, on a droit au premier match de Shinsuke Nakamura dans le roster principal. Donc, opener. Comme on vous l'a dit, ça s'est lancé à ce moment-là
dans une rivalité avec Dolph Ziggler, parce que The Miz a été drafté à Raw au dernier moment, donc au final la rivalité n'était pas faisable, et Ziggler en fait qui à ce moment-là se plaint du fait que des nouveaux arrivent et lui volent sa place, Oui. alors que lui... Bon, bonne vieille histoire. Enfin, disons qu'il fallait une excuse, quoi. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent, Dolph Ziggler, bah, c'est celui que l'on met... C'est un peu le Tito Santana de son époque. Hein. Moi, quand j'étais jeune, Tito Santana, c'était celui qui allait avoir une rivalité face au nouveau venu, histoire de mettre en avant le nouveau venu. Notamment, l'un des matchs mémorables, c'est contre Shawn Michaels à WrestleMania 8, avec ce premier match en solo de Shawn Michaels lors d'un WrestleMania, qu'il gagne face à Tito Santana, justement, El Matador. Et Dolph Ziggler, c'est un petit peu ce rôle-là. C'est le catcheur à qui on peut faire confiance parce qu'il est bon, parce qu'il est capable d'affronter n'importe qui. Il sait s'adapter à tous les styles et il vend comme personne aussi, ça il faut être honnête. C'est un sacré vendeur. Donc voilà. Nakamura, Dolph Ziggler. Nakamura, Dolph Ziggler, honnêtement ce pay-per-view, les autres matchs n'ont pas vraiment d'importance. Donc on va passer assez rapidement. Ça sert à rien. C'est le 50e épisode de la cloche. On a vraiment gardé le meilleur pour cet épisode. Vous inquiétez pas, on a Extreme Rules. On a Extreme Rules qui arrive juste derrière. Mais là, la carte, le milieu de carte, on a d'abord donc les Usos qui vont conserver les titres par équipe contre Fandango et Tyler Breeze. Alors, tu avais noté dans tes notes victoire par Kinshasa. Est-ce que tu sais pourquoi Kinshasa? Par rapport à Mohamed Ali. Et pourquoi Mohamed Ali? Parce qu'il avait eu un match très connu à Kinshasa contre... Alors laissez-moi... Je crois que c'est Foreman. Mais je pense oui, Foreman. mais pourquoi Mohamed Ali? Pourquoi Nakamura, Mohamed Ali? Il n'y a aucun rapport. Il y en a un, mais... je sais plus. Genre. Parce qu'Antonio Inoki. Ah! Et, il faut le savoir... Bien sûr. Mohamed Ali, Antonio Inoki. Au Japon, les Japonais soutenaient bien sûr Antonio Inoki, légende du catch japonais. Mohamed Ali, Antonio Inoki, match connu comme étant le premier combat d'arts martiaux mixtes de l'histoire. Quand le catch part en shoot sur Catch Club, on l'a couvert longuement. Voilà. Les Japonais, fans bien sûr de leur représentant Antonio Inoki, vont commencer à scander le même chant que les Africains chantaient, donc les Congolais en République démocratique du Congo à Kinshasa chantaient pour Mohamed Ali. Et donc ils scandaient Inoki Boumaye. Ce qui fait, me semble-t-il, que le finish de ça s'appelait Boumaye à la New Japan, exactement. Ça s'appelait Boumaye. Mais ils ont décidé de changer le nom de son finish et donc il a opté pour Kinshasa. Kinshasa qui est la ville dans laquelle se déroulera ce célèbre combat, notamment raconté au cinéma dans le film avec Will Smith. Très bon film avec Will Smith et appelé, je crois à l'époque, Rumble in the Jungle. Mais voilà pourquoi pourquoi son nom s'appelle le Kinshasa, la capitale de la RDC, comme on dit. Yes, oui, parce qu'au moment où tu racontais, c'est vrai que je me disais que l'ancien nom de son finisher était bien Boumaye à la New Japan et c'était également en rapport... Mais je sais peu de trucs, mais quand je sais, j'aime le raconter. Non, c'est un petit peu mon défaut. Et YouTube, etc., d'énormes reportages justement sur ce match de Ali Foreman, etc., parce que il y a beaucoup de moments où on voit Ali qui s'entraîne dans les rues en Afrique. Oui, et les gens qui courent derrière lui, etc. C'est des scènes très connues. Hein. Ça, et que vous voyez dans ce film, pareil, moi j'aime beaucoup ce film avec Will Smith. Je me souviens plus de son nom, mais il avait fait grand bruit à l'époque parce que Will Smith avait pris beaucoup de poids pour, bien évidemment, pour se muscler, parce que Will Smith n'avait pas le physique de Mohamed Ali. Mais voilà, Rumble in the Jungle. Et pourquoi c'est Kinshasa, le finish de Shinsuke Nakamura. Yes. Uso qui battent Breezango. Alors pourquoi Uso? Alors Uso, c'est simple, vous prenez un tuyau d'arrosage pour remplir. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un seau. Et Uso, il est là, et voilà. Donc, les Uso qui conservent les titres face à Breezango. Sami Zayn qui bat Baron Corbin. Ensuite, on a un 3 contre 3. On n'a pas le temps là. Excusez-moi. Non, mais c'est parce qu'honnêtement, les storylines sont pas forcément très poussées à ce moment-là. On a également un 3 contre 3 féminin. Natalia, Tamina, Carmella avec James Ellsworth contre Becky Lynch, Charlotte Flair c'est marrant parce et que Naomi. Tu veux pas qu'on parle un petit peu là de James Ellsworth parce que c'est quand même ton personnage préféré de l'histoire de la WWE. 4 épisodes de la cloche sur James Ellsworth. Mais justement. Non mais il y a des gens qui se sont dit putain les gars, vous avez évoqué le Miz 4 minutes, Randy Orton 3. Alors James Ellsworth 3 épisodes, c'est peut-être un peu beaucoup. On va potentiellement en reparler à la fin de l'épisode parce qu'on va arriver vers Money in the Bank et lors du prochain Money in the Bank, il va avoir un rôle très important lors du match féminin. Faut pas oublier d'évoquer Lille. Hein. Je t'invite. Faut pas oublier d'évoquer. On finit avec ce pay-per-view. Voilà. Et ensuite Lille.
Et on va passer à Lille. À Lille. Donc Natalia, Tamina, Carmella qui battent Becky Lynch, Charlotte Flair et Naomi. Ensuite, on a un Kevin Owens contre AJ Styles. Kevin Owens, en fait, qui se débrouille à la fin du match, il bloque AJ Styles, il bloque la jambe de AJ Styles au niveau de la table des commentateurs. Donc AJ Styles qui ne peut pas remonter dans le ring, ce qui fait que c'est Kevin Owens qui remporte le match à ce moment-là par décompte à l'extérieur. On a également Luke Harper et Rowan qui sont en rivalité à ce moment-là. L'implosion des Bludgeon Brothers. Enfin, avant même qu'ils n'existent. C'est ça. Parce que Rowan, en fait, était toujours du côté de Bray Wyatt, dans la Wyatt Family, alors que Harper, lui, de son côté, soutenait Randy Orton à ce moment-là. Pourtant, les deux ne s'entendaient pas forcément très bien les mois précédents. Du coup, ils sont lancés dans une rivalité Harper et Rowan. Rowan a battu une première fois Harper lors de SmackDown, mais derrière, Rowan a demandé un autre match lors de ce pay-per-view en disant « Je t'ai pas mis assez cher, en fait. Tu nous as tellement trahis, j'ai tellement la haine que tu aies quitté la Wyatt Family, notre famille, en gros, que je veux te réaffronter encore une fois lors du pay-per-view. » Sauf que lors du pay-per-view, c'est bien Luke Harper qui remporte le match avec une discus close line, bien entendu. On passe ensuite Au drame. au main event La France a peur. de Backlash 2017. Randy Orton qui défend le titre WWE contre Jinder Mahal, accompagné bien entendu par les Singh Brothers. Est-ce que tu le sentais venir? Oui. Parfois, il faut savoir laisser quelques moments de silence, d'apaisement, surtout lorsqu'on va évoquer eh bien, l'Inde, qui est quand même l'un des pays les plus spirituels au monde, avec l'hindouisme, avec le bouddhisme, et toutes ces Le religions. sikhisme. Voilà. Je crois qu'on le sentait venir. Je crois qu'il se murmurait à travers les internets que la WWE avait dans l'idée de compter sur l'Inde. Sur internet, ça va être spoilé. Mais il faut être honnête, et je pense que vous serez d'accord avec moi, au fond de notre cœur, dans notre esprit, on se disait non. Non, c'est pas... Non. Je veux dire, ok, ils veulent miser sur l'Inde, c'est bien, ils foutent un main event à Jinder Mahal. Non, parce que le Great Khali, champion du monde, bon, ça fait déjà mal aux yeux. Mais c'est le Great Khali, c'est un géant, le mec fait peur, il est impressionnant, et il a le physique. Non pas que Jinder Mahal n'a pas de physique, ou bien au contraire, d'ailleurs, à ce moment-là, il était au sommet de sa forme C'est physique. clair, ouais. Depuis son retour, on avait vu un autre Jinder Mahal physiquement, c'est plus le mec des 3MB. Mais enfin, justement, on se dit, le mec était dans les 3MB, c'est Jinder Mahal, il a rien. Je veux dire, j'ai rien contre lui en plus, parce que franchement, il est extrêmement sympa, extrêmement professionnel. On a eu la chance de l'interviewer quelques fois. C'est une crème. C'est vraiment un mec super sympa. Et je me souviens l'avoir croisé, je pense que c'est au SummerSlam, backstage, il est champion. J'ouvre une porte, bam, c'est pas l'Undertaker pour une fois, c'est Jinder Mahal. Et je lui fais Hi champ. Et tu vois le mec. Tu vois, il était content quoi. Hein, ça lui arrivait peut-être pas tous les jours qu'on l'appelle champion. Tu m'étonnes. Et donc il était vraiment. Ça n'arrivait pas tous les jours qu'on dise bonjour, je pense. Oui, certainement. C'est vrai aussi, c'est vrai. Non mais voilà, tu as raison. Et donc vraiment le mec sympa. Mais il a rien de particulier. Il catch plutôt pas mal. En promo c'est pas mal non plus. Mais voilà, il y a rien qui comment dire, qui saute aux yeux. Je veux dire, Finn Balor, son explosivité est incroyable. Kevin Owens a des facilités au micro. Mais Jinder Mahal, c'est un petit peu... sur 10, il est... Alors, la caméra vient de dire enfant en bas âge. C'est pour les papes, c'est pour qu'elles fassent attention, je pense. Bon, donc il a 5 partout, 5 sur 10 partout. Et Tu vois, c'est il ça, est ouais. assez moyen finalement. C'est pas nul. Dans un bulletin de classe, il y aurait écrit élève moyen, ne se fait pas remarquer. On aimerait en avoir plus comme lui. Voilà, il nous fait pas chier et il se débrouille pas trop mal. Ça va, vous inquiétez pas, il va s'en sortir, il va travailler dans l'administration, tout ira bien. Mais voilà. Il gagne, il devient champion de la WWE, Jinder Mahal, quoi. C'est...
surprenant. Après, moi, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je demandais à Christophe si lui, il avait un petit peu lu ce qui se passait à ce moment-là, mais c'est ça. Sur Internet, la semaine précédente, et si vous suivez les sites américains, vous êtes spoilé de beaucoup de choses, bien entendu. Beaucoup de sites avaient commencé à dire qu'apparemment la WWE envisage sérieusement de donner le titre à Jinder Mahal. Et honnêtement, même quand on lisait les news, on avait du mal à y croire quand même. On se disait, c'est fou. Il y a 2 mois, il était dans le mid-card en train de se chamailler avec Rusev. Il a juste fallu le transférer du côté. Il y a 6 mois, il était pas embauché, quoi. Je veux dire, il y a 1 an, il était viré. Donc, il a juste fallu le transférer du côté de SmackDown. Ils lui ont ajouté les Singh Bros. Et à ce moment-là, bien entendu, il y a également Puis eu. ils ont créé. Ils ont essayé de nous faire une JBL. En fait, C'est vrai. ça ressemblait énormément à JBL, sauf que. Alors, je sais qu'on n'a pas le même avis sur notre ami. Notre ami J'aime John. bien me moquer, j'aime bien me moquer. Sauf que JBL, il y avait quelque chose finalement. Mais sur le coup, JBL était tout autant critiqué. Mais JBL, il n'y avait pas le côté, on lui donne le titre parce que le marché texan est important pour nous, quoi. C'est vrai, ouais. Tu vois, les vendeurs de pétrole au Texas, ils ont de la thune, on va leur vendre le show, donc on va mettre JBL champion. Là, ça se sentait trop. Il y avait trop ce côté, Jinder Mahal, tu représentes l'Inde. Donc, allons-y. D'autant que, pour en avoir parlé avec les commentateurs indiens, et Jinder Mahal s'exprimait en... je ne sais plus, mais en tout cas, ce n'est pas la langue principale de l'Inde. Vous le savez certainement, sans doute mieux que moi aussi, hein. Franchement, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Inde, de l'Asie en général, mais voilà, vous savez qu'en Chine, il y a énormément de langues différentes. Bon, je crois que la plus usitée, c'est le mandarin, je crois, mais je ne suis même pas sûr. En Inde, c'est pareil, presque chaque région a sa langue, et donc il me semble que, étant annoncé du Pendjab, que Jinder Mahal s'exprimait dans cette langue régionale, mais c'était pas du tout la langue principale indienne. Donc les commentateurs indiens me disaient, mais en plus, quand il parle, il est même pas compris de la majorité des Indiens, parce que c'est pas... lui-même, je crois, n'ayant jamais vécu en Inde, Non. Il devait parler cette langue du Pendjab parce que ses parents devaient la parler. Comme moi, je parle plus ou moins alsacien, quoi, mais... Comme je parle afghan alors que je n'ai jamais vécu en Afghanistan, pour exemple. Je me méfie quand même. Je veux dire, quand j'arrive et que je vois une valise, même si je suis chez lui, une bonbonne de gaz, on est, voilà, super, humour. Voilà, bon, bienvenue en 2021, Christophe Ajus. Non, mais sérieusement, donc, il y avait aussi ce décalage entre le fait qu'ils doivent représenter ce pays alors qu'ils ne parlent même pas la langue principale du pays. Même les commentateurs indiens me disaient, ouais, bon, bah, c'est quand même... ça fait bizarre un peu, tu vois, parce qu'ils représentent que le Pendjab. Donc en Inde, toutes les gens des autres régions n'étaient pas forcément fans de Jinder Mahal, même si, évidemment, demain, si un Marseillais est champion du monde de la WWE, j'espère que les fans parisiens de la WWE ne cracheront pas sur cette superstar. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même la solidarité nationale, mais voilà, bon, Jinder Mahal, champion de la WWE. Et en plus, encore une fois, portrait enfant. En fait, la caméra pense que je suis un enfant en bas âge. Ça me touche, hein. Enfin bon. Oui, parce que c'est sûr que c'est pas moi. Bah si, enfin, je veux dire, il y a plus de pilosité, mais t'as plus la tête d'un enfant poilu que... Enfin, voilà, mais moi, plus je grossis, plus j'ai une tête d'enfant. Donc, en plus, il faut savoir qu'en Inde, les audiences de la WWE sont folles. J'en avais discuté avec les officiels qui me disaient, tu sais, on diffuse, je crois qu'ils diffusaient sur une chaîne de Sony, je crois, hein, mais bon, je suis pas spécialiste de la télé indienne. Et ils me disaient, ouais, tu sais que ça fait 75 millions de téléspectateurs. Mais bon, dans un pays de combien? Plus d'1 milliard de personnes, 1,2 milliard. C'est rien du tout. Et en plus, c'est ça aussi, l'expérience indienne va très vite tourner court. Pourquoi? Parce que l'Inde est un grand pays, avec une culture immense, une histoire folle, mais c'est aussi un pays assez pauvre. Donc en fait, les gens là-bas ont très peu d'argent pour consommer. Donc ils ont beau regarder à 60 millions RAW, le truc c'est que derrière ils n'achètent pas de produits dérivés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc il vaut mieux pour les États-Unis et la WWE toucher parfois des pays moins grands, mais avec un pouvoir d'achat beaucoup plus grand, parce que le but de la WWE c'est de faire de l'argent. C'est pas simplement d'être vu et de flatter les égos d'habitants de tel ou tel pays, quoi. Et en réalité, effectivement, pendant des années, l'Italie était extrêmement populaire parce que l'Italie, les gens consomment.
les gens vont mater les programmes, mais derrière, ils vont dépenser 3, 4, 5, 6, 7 fois plus qu'un téléspectateur indien. Donc finalement, c'est les vases communicants, tu te rattrapes. Ce que tu n'as pas forcément en téléspectateur, tu l'as en vente de produits dérivés parce que les mecs ont de l'argent et qu'ils peuvent le dépenser. En tout cas, on a vu au fil des mois suivants la victoire de Jinder Mahal, que la WWE va tenter de se développer en Inde, notamment à travers différents catcheurs qui ont été embauchés du côté de NXT. Plusieurs élèves, notamment de Great Khali, de l'école de Great Khali. Oui, le Great Khali a une école. Non, mais, Il apprend à des gens à catcher. Non, mais c'est comme si Chéro ou moi, on apprenait, on devenait, tu sais, ce métier où tu dis aux gens quoi manger, quoi. Comment on appelle ça, purée, excusez-moi. Diététicien. Diététicien, voilà. Chéro et moi, on va ouvrir un cabinet de diététique. Bien manger avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Non, mais ouais, donc Khali a son école de catch et apparemment, en tout cas, il fait bouger les choses en Inde. Et ça, c'est vrai, il faut le. C'est sûr, le mec qui fait un pat à la moitié de la terre qui tremble. Évidemment que ça bouge. Et... Non, bien sûr, non, mais on se moque. Mais le Great Khali. Mais c'est vrai que Jinder, il est un peu utilisé pour ça. Prenons l'exemple de cette année, ce qui est le plus récent. Cette année, en 2020, on a eu le droit à un événement qui était un petit peu fait expressément pour le public indien, totalement, diffusé le jour de la fête nationale indienne. Oui. J'ai oublié le nom de l'événement, vous nous le rappellerez dans les commentaires. Mais lors de ce show, justement, Jinder Mahal a catché. Et depuis, ils n'ont plus réussi à réutiliser. Oui, bon, après, il était blessé, il a été blessé, il devait revenir. Malheureusement, je crois, premier match, il se reblesse, ou même pas sans un match, il se reblesse. Il y a eu réopération. Là, peut-être qu'il a catché et qu'il était quand même peut-être encore blessé. Est-ce que c'était un match simple? Parce que c'était un match par équipe 3 contre 3. Voilà, donc il a certainement été ménagé et peut-être qu'il n'est pas encore capable de revenir. Et puis, on sait que les places sont chères à la WWE. Bien donc, sûr. on sait jamais, il va peut-être revenir après WrestleMania On parlait déjà l'année dernière potentiellement d'une rivalité McIntyre-Mahal qui aurait beaucoup de sens. Bien sûr. Ça n'a pas pu se faire l'année dernière parce que comme tu l'as dit, il a fait son retour. Il avait une gimmick à un moment un peu genre mec positif où il commençait à faire des speeches un peu positifs comme ça. Puis directement comme tu as dit, c'est reblessé. Le Shank. Oh purée, bon bref. On s'en fiche. Mais oui, t'as raison. Effectivement, ça j'avais oublié cette partie-là. Mais ça a duré 2 semaines, quoi. Il est apparu 2 semaines, il s'est blessé, mais à ce moment-là, il parlait potentiellement d'une rivalité McIntyre. Jinder, qui au final, je pense, naturellement s'est transformé en McIntyre Sheamus. Je pense que ce qu'il voulait faire à la base un peu entre Jinder et McIntyre, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient le faire avec Sheamus, mais en mieux. Parce qu'avec Sheamus, il y a 20 ans d'amitié entre les deux. Elle est vraie, ils ont démarré ensemble au Royaume-Uni, etc. Il y a toute une histoire. Mais quand il va revenir, on va voir s'il affronte McIntyre. Moi, je dois dire en tout cas que je suis totalement non objectif. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai des origines lointaines indiennes. Et j'ai grandi en fait avec l'Inde autour de moi. Ah, je croyais qu'il allait dire j'ai grandi à Bombay. Non, malheureusement, non. J'aurais bien voulu y aller. Je rêve d'y aller, mais je veux dire, j'ai grandi avec la musique indienne, la nourriture indienne, la culture indienne, les films indiens. Oui, il a l'intégrale de Ravi Shankar. Un de mes artistes préférés. Ouais, je sais. Mais quand tu, du coup, dès que j'entends quelque chose moi d'indien, je suis super content. Mais est-ce que tu es fan de Bollywood aussi? Parce que j'ai jamais vu un seul film. Ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas de danse, je suis pas musique. Mais pour vous raconter des histoires d'amour, tout ça. Vite fait comme ça, parce qu'en fait, donc comme je l'ai dit, mes parents sont d'Afghanistan. L'Afghanistan est bien entendu donc juste à côté de l'Inde. Ils savaient pas trop. Non, c'est parce que je cherchais le terme, mais je veux dire, ils ont une frontière. Frontalier, voilà. C'est un pays donc frontalier. Ce qui fait qu'en fait, les deux cultures sont très rapprochées. Et sachant que l'Afghanistan n'a pas un grand cinéma, je veux dire un grand monde du cinéma, au cinéma en Afghanistan, on diffuse beaucoup les films américains et les films de Bollywood. Donc mes parents ont grandi avec, ce qui fait que nous, on a énormément grandi avec, et moi j'ai grandi avec les deux, Hollywood et Bollywood, mais ça veut dire que du coup moi je connais le vrai, c'est pas tu sais les petites vidéos qu'on voit de temps en temps comédie sur internet, où ils montrent le manque de moyens, etc. Il y a des films énormissimes à Bollywood, qui sont en gros toujours les mêmes thèmes, la famille, le mariage, les parents, les enfants, les trahisons, ce genre de choses, et ça se termine bien en général. Pour vous dire en toute honnêteté, moi je crois qu'il y a un film qui m'a fait pleurer de toute ma vie, et c'est un film de Bollywood, qui derrière était devenu
très très connu en Europe. Il s'appelle en indien Kabir-Khushi Kabiram. Ça veut dire parfois le bonheur, parfois la tristesse. C'est un film qui avait beaucoup marché en Europe. Il y a un autre grand film que je vous conseille si ça vous intéresse, qui s'appelle Devdas, qui est l'un des plus grands films, le plus gros budget de l'histoire de Bollywood, avec Aishwarya Rai, bien entendu, qui était dedans, qui est une Miss Monde, ancienne Miss Monde indienne, qui par la suite est devenue actrice de Bollywood, et qui a même fait des films à Hollywood, donc grande actrice. Devdas, un film que je conseille à tous, il avait été primé à Cannes, vraiment énormissime. Mais il y a de... Ouais, donc, j'adore ça, mais bon, forcément, le truc, c'est que c'est des choses dont je peux pas parler au quotidien, en fait. Bah oui, bon, c'est sûr que c'est... Quoique, ça a eu un pic de popularité. À un moment, il passait même les films au cinéma ici, en doublé, etc., quand il y a eu un pic de Bollywood... Il y a quelques années. Il y a je sais quelques plus années, si ouais. c'était... Est-ce que c'est pas dû à un film américain qui s'appelait Mariage à l'indienne ou un truc dans le Ils genre? avaient fait un film mixte, un peu comme ça, mi-américain Hollywood, mi-Bollywood, et ça avait mené à un boom, en effet. Mais puis il y a souvent des échanges. Moi, dans les séries, vous le captez pas parce que bah, vous les connaissez pas. Mais il faut savoir que parfois, dans des grandes séries, il y a des acteurs de Bollywood, sauf que Oui, vous les reconnaissez pas. Comme je dis normal, ils sont là pour le public C'est ça, voilà. asiatique. Genre, nous, on les voit et on se dit, ah, il y a Anupam Kher et il y a qui hein, pardon. Mais voilà, donc c'est des petits trucs comme ça. Donc quand j'ai vu Jinder Mahal qui arrive, voilà, c'était un kiff de voir l'Inde représentée. Et en tant que champion, c'est pas l'Inde qui est représentée dans une petite gimmick cliché en mid-card ou en jobber. Ce qui est surprenant, c'est que moi je fais souvent le parallèle de la WWE pour les néophytes, les journalistes, avec entre la WWE et les Avengers par exemple, Ah oui. et les super-héros. Et j'avais vu un documentaire très intéressant justement sur le développement de ces films-là pour le marché asiatique, où ils rajoutent des personnages et des scènes qui sont totalement coupées. Le personnage, vous allez le voir dans le film quand vous allez le voir en France, vous allez voir le personnage, il va peut-être avoir un dialogue dans le film, et il sera au fond, il sera dans les scènes, mais derrière, et il n'aura pas forcément de présence plus que ça. Mais en réalité, si vous allez voir le même film en Chine, eh ben, le mec aura 3-4 scènes avec les acteurs principaux, et le film fera 10-15 minutes de plus, parce que bien, ce mec aura une vraie vie dans le film, et il n'aura été créé et posé là que pour le marché chinois, pour flatter le téléspectateur, ou le spectateur en l'occurrence asiatique. Et là, je me dis, la WWE aurait pu peut-être s'en inspirer. C'est plus compliqué, parce que c'est un programme global, on l'avait déjà évoqué, lors du passage du Great Khali. En Inde, tous les matchs du Great Khali étaient les main events d'Euro. Ils remontaient l'émission pour mettre en dernier les matchs du Great Khali, qui soit le opener ou le main event. Bon, le main event, il est en main event, soit. Mais s'il fait le premier match, eh ben, dans la version indienne du programme, il sera à la fin, et les commentateurs indiens diront, voilà, c'est le main event, c'est le Great Khali en main event. Et je me dis, la WWE aurait peut-être pu, plutôt que d'imposer mondialement Jinder Mahal au public global, trouver un subterfuge pour bien flatter les Indiens sans forcément, je dirais pas faire perdre toute crédibilité au titre, parce que c'est pas non plus le cas, mais ça sortait quand même de nulle part. Si ça avait duré pendant un an, si tu fais monter Jinder Mahal pendant un an, oui, mais là, il était où à WrestleMania? Tu vois, Orton gagne le titre à WrestleMania, on est quoi, 2 mois après WrestleMania? Ouais. Jinder Mahal, il était où à WrestleMania? Je me souviens même pas, dans le kick-off face à Rousseff. Je pense dans la bataille royale. Ah bah oui, dans la bataille royale, bien sûr, oui, parce qu'il est le dernier éliminé par... Exactement, Gronk et... Gronk. Donc, voilà, ou alors tu lui fais gagner cette bataille royale, tu me diras, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un début. Mais même ça, ils lui font pas gagner 2 mois avant. C'est clairement ce qui l'a heurté, en fait, parce que quand il devient champion, t'as pas l'impression qu'il devrait être champion, qu'il mérite la ceinture, et c'est clair que si d'abord tu lui donnes 6 mois, ou tu lui fais battre quelques mecs, etc., bah ça change tout. Donc, bon... On va voir à quoi ça mène à ces moments-là, mais grosse surprise en tout cas de la WWE, qui est expliquée, comme tu l'as dit, par rapport à un marché qu'il vise. Moi, je pensais à ça hier soir quand je voyais NXT. Je me disais honnêtement, Kushida, s'il est là, c'est un peu pour que NXT puisse dire qu'ils ont un japonais, en fait, j'ai l'impression. Et c'est pas contre Kushida, parce que moi je l'adore, mais Kushida, depuis qu'il est à NXT, ils ont pas fait grand-chose avec lui. Et il est resté exactement le même, c'est-à-dire inspiré, vous savez, de Retour vers le futur, sa gimmick bien entendu déjà à la New Japan. Ils sont restés un peu sur ce délire. Il a toujours la même tenue maintenant, mais il a même plus forcément l'entrée et les rappels par rapport à ça. Ouais, non. Il a plus. Non, enfin en tout cas moi on s'en est rendu compte quand on diffusait sur l'équipe, parce que je connais évidemment, malheureusement, on l'a déjà évoqué, pas sa carrière à New Japan, j'ai plus le temps de suivre tout ça, mais on s'en est rendu compte à cause de ses vêtements.
Mais on voyait pas d'autres Bah non. références principales par rapport à tout ça, quoi. Donc autant peut-être essayer de le faire évoluer, de le faire passer à autre chose, sachant que le mec, quand il était à New Japan, il était considéré comme un des tops du monde au niveau des junior heavyweights. Hier soir, quand je le voyais, j'avais l'impression que c'était juste pour dire, écoutez, regardez, on a des catcheurs de partout, dont un japonais sur la carte, Alors dont que un mexicain, dont ci, ça a dont ça. toujours été comme ça, la WWE. C'est aussi l'un des grands arguments que je sors souvent aux journalistes, c'est que la WWE, pendant très longtemps, un peu moins aujourd'hui, mais était une représentation presque de la planète, c'était presque une arche de Noé de l'humanité, parce que tu avais les catcheurs de petite taille, Hans Vogel, tu avais les géants, le Great Khali, et entre les deux, tu avais tout le panel de l'humanité, des gens d'origine asiatique, africaine, européenne, amérindienne, les Indiens d'Amérique, comme on dit, Salut, ou des Tatonka. natifs, voilà, mais pas que, il y en a eu plein. Et ils trouvaient malgré tout une justification autre que le mec vient d'Inde, alors on lui donne le titre pour l'Inde. Je pense par exemple au départ, certes, tu vois les Takamichinoku avec Kaentai, il y avait cet humour sur le Japon, ce côté un peu ridicule, on va lui couper le penny et tout ça avec Yamaguchi-san, le frère de mon ami Sean, aujourd'hui décédé d'ailleurs. Le frère, hein, pas Sean le commentateur japonais. Mais il y avait aussi... Ils arrivaient à rentrer tout ça dans des histoires et il n'y avait pas forcément une justification. On veut avoir au moins une visibilité au Japon, alors on prend du japonais. Non, on a des catcheurs japonais, alors on leur fait faire des trucs un peu clichés, soit, mais ils ont une vie, ils vivent là-dedans, ils vivent dans cet univers. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait peut-être un peu avec Jinder, ou là, comme tu le dis, effectivement, avec Kushida. On garde Jinder de côté pour le moment. On Maintenant, garde il de a côté. le titre, il est content. On va revenir en France. Oui, allons-y. Alors, On va revenir en France. Donc on revient en France toujours au mois de mai, 2 semaines auparavant, donc le 9 mai. on revient en arrière. On revient en arrière le On aime 9 ça. mai pour un petit show WWE en France, apparemment le seul show de l'année français de la WWE à Lille. Et donc tu étais présent et tu as rencontré les superstars. Oui, tout à fait. Nous étions présents avec monsieur Philippe Chéreau, le bien nommé. Nous nous sommes rendus à Lille le matin même, si je ne me trompe pas. Et dans l'après-midi, nous sommes allés à l'hôtel des superstars. Et c'est là où on voit que les années passent quand même un petit peu. Parce que si, bien 10 ans auparavant, pour le grand retour en 2007 de la WWE en France, ça restait un petit peu calmos. Les salles étaient pleines hein, déjà, mais il n'y avait pas encore cette folie un peu à l'américaine. Où est-ce qu'ils sont à l'hôtel et tout. Quand ils sont à Lille, je reçois toujours un SMS de Boula Punk, la catcheuse française que j'embrasse chaleureusement et que j'aime beaucoup, qui me dit ah ouais alors Chris, est-ce que tu serais dans quel hôtel ils sont? Et en général je lui réponds non, mais sincèrement parce que c'est vrai que je ne sais pas. C'est pas un truc qu'on me dit. On finit par y aller, mais parce que pour des rendez-vous, des interviews, mais on me dit rarement avant, bah, ça sera dans tel hôtel qu'ils sont ou quoi. Donc voilà. Je ne le sais pas. Boula Punk d'avance, pas la peine. Ça, hein. le soudoyer. Voilà, par, ça sert à rien, ma chère Boula, mais je t'embrasse quand même. Donc, on s'est rendu avec Philippe dans ce joli petit hôtel où Philippe pourra jouer du piano comme il aime le faire, parce que Philippe est musicien, batteur d'abord, mais également un petit peu pianiste. Ah ouais, non, franchement. Non, bah oui, voilà, vous vous doutez bien que c'est pas avec son physique qu'il a attiré toutes les belles femmes de sa vie, Philippe Chéreau. Hein. C'est parce que le mec sait danser, il sait jouer de la musique, il sait jouer du football, il a de l'humour dans la vie en tout cas, hein, pas à l'antenne. Et donc on va cet après-midi-là interviewer pour la première fois Apollo Crews. On va également interviewer pour la première fois, je vérifie quand même qu'elle soit là et que je me trompe pas d'année, mais Dana Brooke. Et ouais, elle est là, je me trompe pas. Voilà, effectivement, Dana Brooke, très sympa. C'était assez surprenant quand même, hein, parce qu'Apollo Crews, Dana Brooke, c'est très rare qu'ils envoient des jeunes loups comme ça, C'est vrai, tu ouais. vois, au casse-pipe, en quelque sorte. Apollo Crews qui débarquait de NXT, qui n'avait pas... bon, il était déjà là depuis un petit bout de temps, mais ça restait... Pour moi, c'est un peu. Bon, écoute, les autres ils sont fatigués, ils veulent pas y aller. c'est un peu ça. Mais là, on a quand même eu le Miz et Maryse. On leur demande s'ils veulent des enfants. Et ils disent non. Si. Ah. Maryse dit oui, le Miz dit ouais. Maryse dit ouais, moi j'en aimerais de ça 2 ou 3. Et tu vois le Miz, quoi 2? Non, attends, on va commencer. Et voilà, ce qui est amusant parce qu'aujourd'hui ils en ont 2. Éventuellement, oui, j'aimerais ça en avoir 4. Au moins 2 gars, 2 filles, des jumeaux, si possible.
C'est vrai que c'est beaucoup. Deux. Ouais, deux. Donc, Les enfants avec Marie, c'est ça. Non mais attendez. non, bah, je pense que ça va, ils avaient consommé déjà avant. Non mais bien sûr, mais Tu sais, vraiment, parce que... on voit Ali, le bon garçon, qui effectivement ne pratique le coït que pour avoir des enfants. Hein, Vous avez vu ça? Non mais je veux dire, non, moi, on parlait récemment de Finn Balor et sa compagne. Ah, tu m'as fait peur. J'ai oublié son nom. Véronica. Véronica, qui sont un couple qui ont l'air super cool. Ah oui, Moi je suis pareil. fan aussi du couple de Miz et Maryse. Parce que c'est deux personnes qui ont commencé un petit peu de rien et qui ont tous les deux percé dans leur business qui est le même et qui se sont trouvés parfaitement en fait au final, tu vois, et ils ont l'air de trop s'amuser. Miz est un mec beau gosse, voilà, en plus j'imagine, il doit plaire aux femmes, j'imagine, hein. Et puis Maryse c'est l'une des plus belles femmes du monde pour moi. C'est-à-dire que Miz, à mon avis, n'était pas forcément prédestiné à être le beau gosse, mais je crois qu'il a su Alors déjà, je pense que Maryse a une influence assez importante sur lui au niveau du look, au niveau du vestimentaire, de la présence, et je crois qu'il a su, en vieillissant justement, se bogossifier. bonifier, exactement, se bogossifier. Ouais, mais bien sûr. Il achète les beaux costumes, il fait la petite coupe à la mode et tout, parce que bon, c'était quand même un peu... qui suis-je pour juger, mais c'était quand même un peu un beauf hein, au début, hein, hurrah, enfin tout ça. Bah, j'allais dire, souvenez-vous de ses premières tenues lors des premiers Raw, voilà. etc. Avec des pantalons Ou jeans SmackDown, short. parce qu'il était le host de SmackDown au aussi, début. ouais. Ça présageait pas du... Voilà, ça laissait pas... Donc, Miz et Maryse, et c'était franchement une interview sympa. Donc, l'après-midi, on se fait donc ces 3 petites interviews sympas dans l'hôtel des superstars. Nous, on est dans un autre hôtel, hein, de l'autre côté de l'île, juste à côté de la gare d'ailleurs, de l'île. Bon, voilà, on n'est pas loin en fait en réalité, parce que l'hôtel très beau des superstars est à côté de l'île Europe, et nous, notre hôtel est à côté de l'île Flandre. Et pour ceux qui connaissent l'île, alors peut-être je mélange les deux, mais il faut savoir que l'île Europe et l'île Flandre sont les 2 gares de l'île, et elles sont à 200 mètres l'une d'autre. J'exagère un peu, mais elles sont vraiment très proches. Ça n'a rien à voir avec Paris, où les gares sont disséminées aux 4 coins de Paris, parce que la gare de l'Est est à l'Est de Paris, elle va à l'Est. La gare du Nord est au Nord. Bon, il y a encore c'est un mauvais exemple, puisqu'elles sont à 500 mètres l'une d'elles. Mais bref, si vous n'avez jamais été à Paris, à part ces 2 gares, les autres sont aux 4 coins pour, évidemment, chacune mène l'une vers le sud, l'autre vers l'ouest, l'une vers le sud-est, vers Lyon, tout ça, la gare de Lyon, ainsi de suite. Là, l'île Europe, l'île Flandre, juste à côté. Nous, on était côté l'île Flandre, eux, côté l'île Europe, si je ne me trompe pas. Et beaucoup de gens devant l'hôtel, donc ça, c'est toujours sympa d'arriver avec tous les fans et tout. Et on fait ces petites interviews, puis ensuite, on rentre à l'hôtel. Et il y avait, si je ne me trompe pas, une petite soirée VIP qui a eu lieu avant ce show-là, avec la présence exceptionnelle de représentants des ch'tis. Et ouais, 3 gars, non, un gars et 2 jeunes femmes de l'émission de télé-réalité Les Ch'tis. Je m'étais fait prendre en photo avec eux, je crois que j'avais même fait une vidéo, parce qu'à l'époque, j'avais regardé l'une des saisons des Ch'tis. J'étais resté happé par une des saisons. J'avais réussi qu'une saison. Après, la saison d'après, j'ai abandonné. Mais le générique, c'était les Ch'tis à Mykonos. Et moi, je chantais pendant les émissions c'est Dolph Ziggler le beau gosse. Et j'avais fait une vidéo comme ça avec les 3 représentants de l'émission de télé-réalité. Et je l'avais posté sur mon Facebook, hein. Et déversement de haine, j'avais jamais vu ça, quoi. Je m'attendais pas du tout, mais en fait, les gens, ils haïssent, ils détestent les ch'tis. Et je me rendais pas compte, pour moi, c'est un programme, certes, c'est pas un truc, mais enfin bon, le catch non plus, c'est pas un truc. Et enfin voilà, bon, ils font de mal à personne, c'est sûr que c'est pas le truc le plus intelligent au monde, loin de là. Mais bon, ils tuent personne. Puis en plus, les personnes présentes étaient pas les plus méchantes. Il y avait Shogun the Knight, là, l'un des représentants, c'était l'homme, et puis des filles. L'une d'elles aujourd'hui est dans Maman et ses lèvres, je crois. Je me souviens plus de son nom. Mais voilà, ça m'avait surpris, parce que c'était vraiment la première fois sur mon Facebook. Donc, c'est plutôt des gens qui m'apprécient, là. C'était la haine, ouais, t'es tombé bien bas, mais comment t'oses faire ça, va te faire... Enfin voilà, les insultes, quoi. Vraiment, je m'étais dit, oh putain, grosse erreur, quoi.
plus jamais je referai une bêtise pareille. Et Inside News, à l'époque, la WWE n'était diffusée que sur le groupe AB. Vous me direz, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est à nouveau le cas aujourd'hui. On a eu un petit passage sur la chaîne L'équipe. Mais à ce moment-là, qui c'est qu'on ne voit pas débarquer l'un des animateurs d'Énergie 12. Celui qui fera quelques passages également dans TPNP. Donc cet animateur-là était dans le MAG. Il sera parfois... il y avait Ayam, qui était l'animatrice du MAG. Et je crois que parfois il la remplacera. Et en tout cas, il était chroniqueur aussi dans le MAG d'Énergie 12. Et le mec est là. Il fait des interviews, des catcheurs dans le VIP. Il va nous interviewer également. Il va nous dire, ouais, je vous montre une photo d'Ayem, qu'est-ce que vous pourriez dire et tout. Alors on a fait quelques vannes pourries, parce que c'était la période où elle avait perdu beaucoup de poids et tout. Ils n'ont jamais diffusé. Mais en toute honnêteté, avec Philippe, après, quand on a débriefé après la soirée, on s'est dit, franchement, on aurait mieux fait de rien dire, parce que c'était vraiment nul ce qu'on a dit. C'était ridicule. Donc Énergie 12 avait envoyé en repérage Aymeric Bonnery, donc cet animateur que j'évoquais il y a quelques instants, pour faire des interviews. Il nous a interviewé également, donc ça n'a pas été diffusé parce que c'était ridicule et nul. Et on a su par la suite en fait que la WWE était très très proche de signer avec Énergie 12. Donc à ce moment-là, alors maintenant je me pose la question, on est déjà sur l'équipe là ? Parce que j'ai déjà raconté comment on est arrivé sur l'équipe, mais c'était parce que j'avais raconté... Parce qu'on avait fait un épisode spécial. Eh oui, voilà. Donc, on ne doit pas être loin de la signature sur l'équipe. Mais là, à ce moment-là, la WWE avait encore dans l'espoir d'être signée sur Énergie 12 pour, je pense, 1 heure d'euros, comme ce sera le cas sur la chaîne L'équipe. Et on s'était aussi rendu compte avec Philippe, plus ou moins au même moment, qu'on était suivi par Benjamin Castaldi, Oui. qui était aussi... on sait que son fils travaille sur Énergie 12 et qui était peut-être, à mon avis, à ce moment-là, entre deux postes. Je ne sais pas s'il était déjà sur TPMP ou peut-être avec l'idée de changer de chaîne, et on se demandait, est-ce qu'il y a un rapport avec Énergie 12, son fils, est-ce que lui est dans la boucle, enfin voilà, on n'a jamais su, mais en tout cas, ça on le sait, la WWE à ce moment-là était très très proche de signer sur Énergie 12 et d'être diffusée sur Énergie 12 à ce moment-là, d'où la présence d'Aymeric Bonnery et d'une journaliste en fait qui travaillait pour Énergie 12 et qui connaissait très bien Philippe, puisqu'elle avait travaillé dans la Maison du Bluff aux côtés de Philippe Chéreau sur Énergie 12 déjà. Autre petit point marrant avant de passer au show, qui est quand même assez... la carte a surpris notre ami Ali lorsqu'il a revu la carte. Il faut savoir que nos amis attachés de presse, que tu aimes beaucoup, hein, Ali, il me regarde. Elles ne travaillent plus pour la WWE. Tu peux désormais dire ce que tu veux. Moi, je les aime vraiment, sincèrement, sans ironie, elles sont vraiment cool. Ali... Je ne dirai jamais quoi que ce soit, mais j'ai été traité de manière non professionnelle par les derniers attachés de presse de la WWE. Eh bien, sache que je vais rajouter un peu d'eau à ton moulin. Vous allez halluciner. Nous, en tout cas, Philippe et moi, on a halluciné. On n'a pas su ça ce jour-là. Mais 2 ans après, dans une discussion, au travers d'une discussion avec notre contact à Londres, qui ont parlé, je pense, d'un futur Bercy, peut-être celui qui malheureusement a été annulé l'année dernière, en disant qu'est-ce que vous verriez comme célébrité, comme personne qu'on pourrait inviter. Il nous dit parce que vous vous souvenez quand même, il y a 2 ans à Lille, on avait eu les acteurs de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein? Quoi? Ah oui, vous étiez pas là, les acteurs de Bienvenue chez les Ch'tis, là, le célèbre film français qui a fait des millions de téléspectateurs. Alors, il a quand même fallu. Donc c'est qui la personne qui vous dit ça? C'est le représentant de la WWE au bureau de Londres avec qui nous sommes en contact régulier. Ouais. Oh là là. Et alors avec Philippe, on se regarde, on dit quoi? Les acteurs, mais attends, on réfléchit, on se dit, putain, Christophe, ça fait quand même pas mal de temps. Danny Boone. Voilà, Christophe, ça fait pas mal de temps que tu bois plus à ce point-là. Moi, je bois jamais. Comment on a pu oublier? Danny Boone, Cadmerade, ou même le mec un petit peu fort là, qui était l'humoriste de Motus. Avant, qui était déjà comédien, mais qui, dans Bienvenue chez les Ch'tis, aura un rôle un peu plus important. Et non, il était pas là. Ah, mais les Ch'tis, la télé-réalité, les Ch'tis.
Et le mec nous dit non, 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 les attachés de presse m'ont dit que c'était des acteurs du film. Et non, non, mon gars, pas du tout. Ah, tu lui as dit? Mais évidemment, mais attends, non, bien sûr, non, désolé. Non, on l'a balancé là pour le coup. Bah, bien sûr que non. Ah, c'est pas la même chose. Ah bah, hein. c'est. Bah, justement, je lui ai rappelé là, le truc. Je dis même sur mon propre Facebook, les gens m'ont traité de tous les noms. Les gens ont insulté ma maman. C'est pour ça que maintenant elle dislike toutes les vidéos. Parce qu'elle s'est fait insulter à cause des ch'tis. Mais ça n'a rien à voir. C'est une émission de télé-réalité. Le film, bien sûr, connu, célèbre. Mais la télé-réalité, ils ont pris ce titre, bien sûr, parce que c'était à la mode. Donc, ça n'a rien à voir. Les ch'tis, télé-réalité, le film, rien du tout à voir. Et c'est vrai que le mec, quand on lui a dit, il était un petit peu... Ah ouais, d'accord, ouais, on m'a un petit peu... Il a fait bonne figure. Il a fait, ah bah j'ai du mal comprendre et tout. Parce Ouais. qu'évidemment, il voulait pas non plus Qu'il avouer... s'est fait berner de ouf, quoi. Voilà, mais j'ai trouvé ça un petit peu... Ça m'étonne pas venant de... Je trouvais ça très courageux de la part de nos amis attachés de presse d'oser cette tentative. Après, on est mauvaise langue. Peut-être qu'effectivement, il a mal compris. Elles ont dit ch'ti et le gars, parce que pour le reste du monde, en Europe, hein, je pense pas qu'aux États-Unis, quoique ça se trouve, le film a un petit peu dépassé les frontières, il a failli avoir son remake américain. Peut-être que quand tu dis ch'ti, boum, les gens pensent direct au film sans réfléchir plus loin. Donc, on sait pas, on ne saura jamais si elles lui ont dit que c'était des acteurs du film ou si lui, quand il a lu simplement sur le mail les ch'tis, il s'est dit ah bah forcément ça doit être le film parce que la télé-réalité personne ne la connaît. Mais voilà, je trouvais que cette anecdote était quand même assez amusante et en tout cas nous, elle nous a fait un petit peu rigoler, doucettement rigoler. Oh, rigoler doucettement dans la barbe, mais il n'avait pas de barbe et il ne rigolait pas du tout. La gloire de mon père. Et donc voilà, les ch'tis dans le truc VIP, Aymeric Bonnery. Je ne sais plus s'il y avait une autre célébrité, mais voilà, on était Pas bien en de tout cas. Pierre Ménès cette année-là? Non, je te cache pas que je ne voulais pas forcément le citer, hein, vu la conjoncture Bien et la sûr. sauce dans laquelle il nage actuellement. Mais non, non. Peut-être était-il prévu d'être là, mais je crois que c'est l'année suivante où il devait être là, et il viendra 24 heures avant. Voilà, hein, tout ça pour dîner en tête-à-tête avec Philippe Chéreau, qui aussi était venu 24 heures avant, mais pour profiter de la magnifique ville de Lille, qui, c'est vrai, franchement, est une très belle ville, le vieux Lille. Adorable. Je conseille à tout le monde de passer une petite soirée au vieux Lille. Ah, évidemment, quand on est un petit peu jeune, c'est sûr qu'à 80 piges... mais bon, je crois pas qu'on soit beaucoup de 80 ans sur l'univers d'Ajus. Hein. Mais c'est vrai que c'est très cool. On y était aussi l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, pour WWE Lille 2019. Et franchement, moi j'avais découvert la ville sur ce fois-là. On avait pu se balader en plus un petit peu parce que c'était pareil. On était dans un hôtel, mais les superstars étaient dans un autre hôtel. Et la conférence avait eu lieu dans encore un autre hôtel, là où on avait vu les Iconics. Donc on avait pu se balader un petit peu au centre pour aller à l'hôtel jusqu'à l'interview des Iconics. Mais c'est une super ville. Oui, oui, C'est moi vraiment j'y ai super passé énormément de temps, bah, notamment avec la ICWA. J'ai pu y tourner Catch-moi si tu peux. J'ai pu y tourner, pas tout à fait à Lille, mais les Rendering aussi. Ah non, les Rendering, j'ai pas fait le tournage dans le Nord, mais il y a eu une partie du tournage dans le Nord, mais c'est pas là. Mais voilà, avec la ICWA, j'ai beaucoup été à Lille. J'avais une très bonne amie également qui vivait à Lille, comédienne que je voyais souvent. Donc on a passé pas mal de soirées à faire la fête, c'était assez sympa. Donc voilà. C'est Oui, cool. ils savent faire la fête aussi. Voilà. Ah oui, oui, ça, les gens du Nord ont dans le cœur, quoi. Le soleil qui n'aime pas dehors. Eh oui, Enrico Macias avec l'accent de Marseille, c'est pas mieux. Et donc après, vous passez la soirée en coulisses dans le public. En coulisses, encore une fois, là pour le coup, non, là franchement, je crois qu'on a quasiment rien vu du show. Et quand je vois la carte, je me dis, on aurait peut-être dû aller voir le show. Ça sera pas du tout le cas au prochain livre. Là, le 2019 dont tu parles et dont on reparlera bien sûr dans la cloche, on regardera tout le show parce que là, au bout d'un moment, non, je commence à en avoir marre en fait de pas voir les shows et de pas profiter de l'ambiance que le public met, notamment à Lille. Et puis où quelle le public pop. est chaud. Ah oui, il y a eu une pop pour Christophe et Philippe. quand Oui, ils on sont avait eu venus, la là. chance de participer, de venir sur le bord de... Tu sens que le bout de... Allez, on les montre, mais vite fait. Hein. Vous passez le rideau, vous faites coucou, vous vous Parce cassez. qu'il y avait quelqu'un avec vous à ce moment-là, c'était Byron. Je crois que c'était Byron. Byron, effectivement. Genre bon, allez venez les Français, mais je Non, reste là. mais ils le font dans tous les pays. Oui, Ils c'est le son font délire. Donc, oui, non, la WWE fait ça dans tous les pays. Au départ, c'était dans le ring, mais ils aiment pas parce que ça coupe le show. Pour eux, c'est perdre du temps. Donc, c'est juste dans l'entrée. Et puis au début du show, parfois même avant le début du show pour chauffer un petit peu la foule. Donc voilà, c'est pas que nous. Hein. C'est pas qu'ils nous aiment pas particulièrement. C'est juste que c'est leur manière de fonctionner dans tous les pays
en tout cas en Europe. Donc le show quand même, de ouf quoi. Rien que le match d'ouverture quoi. Je découvre, du coup, moi j'étais pas présent, je vous avoue, en Il 2017. était pas invité. On a les Hardy Boys. Oui, c'est une équipe que malheureusement moi j'ai pas pu voir catcher en équipe justement, je veux dire, voir les Hardys réunis. Hardy Boys qui restent champions donc contre Sheamus, Cesaro, Enzo Amore et Big Cass pour les titres par équipe de Raw. Vraiment directement. C'est exactement comme cette année à Lille. Enfin en 2019 ça avait commencé par un match avec 3 équipes également de tête. Je crois que c'était Harper Owen, les New Day et les Revival. Et Ouais. c'était également, c'est les bons genres de matchs parce que c'est ce que j'avais justement adoré encore plus à Lille parce que je trouve que limite à Lille ils ont encore plus joué je trouve avec la foule qu'à Paris. Je sais pas si c'est peut-être parce que l'arène est peut-être un peu plus petite, je sais pas, ou le public est plus proche, mais il y avait encore plus Peut-être aussi que le d'échanges. public est plus réactif. Enfin, Peut-être. ça, c'est vraiment une force du public du Nord. Je veux pas critiquer si vous êtes d'une autre région, ne le prenez pas mal. Mais c'est vraiment. Il y a quelque chose. Enfin, les Lensois ne me diront pas le contraire. Il y a une vraie énergie dans le Nord. Les gens sont très réactifs. Dans le catch français, quand tu vas catcher dans le Nord, tu sais que 50% du travail est déjà fait par le public, quoi. T'as pas besoin de. Alors que. C'est pareil, pardon pour les gens du Sud, mais j'ai fait des shows dans le Sud, c'est plus compliqué. Dans l'Est aussi, hein, nous qui sommes de Strasbourg, les quelques shows qu'on a fait dans l'Est, plus du côté de Strasbourg justement que du côté de la Lorraine, par exemple, Metz, Nancy, la Moselle, tout ça, ça va encore, mais du côté de Strasbourg, l'Alsace, les gens sont déjà plus dans la retenue, sont déjà plus dans le truc. Enfin voilà. Ok, d'accord. Ils sont plus chauds. Dans le Nord, ils sont chauds, ah oui, carrément. On a derrière Kurt Hawkins contre Kalisto. Kalisto qui en même temps au mois de mai, il faut savoir, pendant ce temps dans le roster principal, il se prend la tête avec Strowman, Kalisto. Il a personne d'autre avec qui faire des rivalités. Il se dit tiens, je vais chercher. Et c'est vraiment lui à chaque fois qui vient vouloir se battre avec Strowman. Et comme vous pouvez l'imaginer, Ça fait chier, hein, ça fait chier. Exactement. Ça fait chier. T'aimes pas quand je te fais ça, hein. Non mais Kalisto, tu pourrais chercher la merde avec quelqu'un d'autre quand même. Donc le bon vieux Kalisto qui perd face à Kurt Hawkins, assez étonnant. On sait que... Non, Kurt Hawkins perd face à Kalisto. Il ne sait pas lire. Ah, exact, oui. Kurt Hawkins qui... Non, j'allais dire, c'est parce que Kurt Hawkins, justement, va bientôt démarrer sa longue... Bah, je pense qu'il Il est sûrement dedans, la losing streak. Là, il a perdu, donc... La fameuse losing streak de Kurt Hawkins. Apollo Crews, Goldust et R-Truth qui gagnent contre Curtis Axel, Titus O'Neil et Bo Dallas. Ça nous permet de féliciter Titus, qui a remporté le Warrior Award cette semaine. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil au Hall of Fame ? Non. Non, mais enfin, c'est pas par dégoût ou quoi, mais c'est que, bon, bah, ça fait quand même beaucoup de nuits de catch, je suis vieux, je me couche tôt, voilà, non. Donc, non, De toute manière, honnêtement, son public, c'était horrible. C'est vrai. C'était pas horrible, mais... Mais je jetterai un œil, forcément, à un moment ou à un autre, hein, ne serait-ce que pour la NWO, pour Jushin Thunder Liger, également, que j'attendais avec une grande impatience, enfin, voilà, mais c'est vrai que j'ai 40 ans. Non, mais il y a 20 ans de ça, mon gars, je t'aurais fait toutes les nuits et j'aurais été fringant plus que le gamin à côté, là. Mais là, j'ai 40 ans, je suis au lit à 22h maintenant, c'est fini, quoi. 50 ans, mec. On continue. Sacha Banks, Dana Brooke contre Nia Jax. Qui battent Nia Jax et Alicia Fox. Alicia Fox, intéressant. Dean Ambrose, attention. Dean Ambrose. Qui bat le mise. Avec Maryse. Attends, le public lillois qui a été gâté par la présence de Maryse, bien entendu, à ce moment-là. Alexa Bliss qui gagne contre Bayley. Et après le match, Bliss qui attaque Bayley. Voilà pour Bliss à ce moment-là, bien entendu, qui est heel. Finn Balor qui bat Carl Anderson avec le Gallows. Intéressant forcément pour les gens qui étaient sur place, qui connaissent le passé, l'histoire entre tous ces catcheurs membres du Bullet Club. Et Rollins et Reigns qui battent Bray Wyatt et Samoa Joe dans le main event. Mine de rien, non mais quand même grosse carte, quoi. Il y a énormément de noms, quoi, entre les 3 membres du Shield qui sont réunis sur la même carte. Bray Wyatt, Samoa Joe, Finn Balor, The Miz. Franchement, c'était énormissime. Et donc, bon souvenir le show. Enfin bon, t'as pas vu grand chose, quoi. Bah non, c'est ça, c'est que j'ai pas vu grand chose. C'est que. Et c'est que je me dis. C'est là aussi que je vois qu'on a vieilli, parce que quelques années auparavant, on serait allé dîner, tu vois, on aurait profité de l'après-show. Pas pour se retourner la gueule ou faire la fête jusqu'à 4h du mat, mais là en fait rien du tout. Je me souviens qu'on va tout simplement rentrer. Je crois que Uber et puis voilà, je suis même pas C'est un sûr. pote. Ouais, je suis même pas sûr qu'on soit allé manger. Bam, on rentre misérablement dans notre chambre
on va se coucher, puis on repart le lendemain, et voilà. Non, mais tu vois, le côté... le soir, t'es au show, c'est la fête, t'as une journée de fou parce que tu croises les fans. Nous, c'est un petit peu notre WrestleMania, les tournées en France, parce que Bah, tout le reste de l'année, bon, à part Philippe, hein, Philippe, dès qu'il va quelque part, le mec, il va à Leroy Merlin, t'as les 3 vendeurs qui le connaissent. Il va chez le boucher, le mec lui file une escalope gratos. Philippe, chaque fois qu'on se parle, ouais, putain, hier, même son facteur, visiblement, la dernière fois, l'a reconnu. Moi, jamais. Mais c'est pas forcément pour me déplaire. Hein. Moi, je suis plutôt discret dans la vie de tous les jours. Donc, mais les tournées en Europe, c'est notre WrestleMania, dans le sens où bah, on va dans les hôtels des catcheurs, donc beaucoup d'entre vous sont là. Donc c'est l'occasion, petit autographe, photo, on échange, je sors une vanne ou deux. C'est notre estime de nous et notre ego gonfle, 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 gonfle. Et puis le show se termine et ça y est, tu rentres, tu te fous en pyjama, tu passes une dernière fois aux toilettes, tu te brosses les dents, et puis tu mets la télé, et voilà, la soirée est terminée, tu vas te coucher. non, bon, voilà. 2 ans après, t'es sorti. Donc, comme quoi, c'est pas l'âge ou quoi que Je ce suis soit. sorti. En 2019, on est allé manger après le show. Oui, ouais. On allait manger. On est sorti, on allait On manger. Et on a fini en strip club. On peut pas en parler. C'est même pas vrai, quoi. On a fini, non, justement, on a fini dans la cour intérieure de l'hôtel. Je fumais encore à l'époque, fumant des cigarettes sur cigarettes, à se dire, tiens, t'habites Strasbourg, j'habite Strasbourg. C'est vrai, en faudrait plus, qu'on... Et c'est là que la cloche est née. Exactement. C'est allé Après né à le Lille. show de Lille à 2019. Dans la cour intérieure de l'hôtel dans lequel Terrasse, on se petite mettait. clope, et tiens, t'es de Strasbourg, je suis de Strasbourg. Oui, je sais, je suis barbu, mais bon, ça passe. j'ai une petite Non, t'es chauve surtout. quoi. Surtout, ça passe. Donc, c'était intéressant de parler de ce show parce que c'est vrai qu'on parle peu des shows On en fera, France. non, moi je le répète, on doit on faire fera un un petit truc truc. particulier On et je fera un vais petit truc. contacter notre ami David, producteur de la WWE en France, voir si ça peut l'intéresser de participer. Peut-être que si ça ne l'intéresse pas, il pourra nous partager en Un tout petit cas. témoignage, peut-être. Oui, une lettre. On la lira. Par la présence, voilà. Non, mais il peut partager quelques archives. Il a Ouais. déjà toutes les affiches. C'est quand même assez marrant parfois de voir un petit peu l'évolution des affiches. Moi, j'étais au Zénith de Strasbourg il y a quelques jours pour un projet qui, j'espère, verra le jour dans les semaines à venir. John Cena y est représenté dans les couloirs. Où ça Dans les couloirs du Zénith de Strasbourg. Dans les... Ah, mais comment? Une photo du show même Une photo de John Cena quand il y a un show à Strasbourg. Ouais. Énorme. Parce que, bah, voilà, il y a comme dans beaucoup de salles, dans les travées dans les coulisses, vous avez des photos des artistes qui ont été là. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que il y avait le show 25 ans d'Euro, les coulisses, diffusé sur AB1. D'ailleurs, je vous rappelle que lundi à 20h50, le documentaire sur André le Géant. Si vous ne l'avez jamais vu, ou si vous l'avez déjà vu, sachez que pour la première fois, il sera en VF, avec chaque intervenant doublé par un comédien. Donc vraiment, si vous avez loupé des infos, si vous n'avez pas forcément tout compris, là, ça va être parfait. André le Géant. Sous-titrage et doublage en VF, c'est un documentaire à voir absolument, produit par HBO, c'est vraiment qualité premium. C'est un énorme cadeau que vous fait AB1 lundi 20h50 sur AB1, quelques jours plus tard sur AB Explore. J'invite à aller voir sur le site internet d'AB Explore pour la date exacte. Mais voilà, il y avait les coulisses de Raw 25 diffusées sur AB1, ça fait partie des documentaires que vous présente la chaîne durant ce mois d'avril. Et c'était à moitié Hammerstein Ballroom, puisque c'est là qu'avait fait le premier Raw, les premiers Raw d'ailleurs, et puis moitié, comment ça s'appelle, le Barclays Center. Et j'ai regardé avec vous sur AB1 ce programme, et c'est dingue parce que je me disais, putain, c'est fou quoi, je suis à la maison en fait. Je voyais tous les plans des superstars qui parlaient dans ce Barclays Center, et je savais exactement où c'était. Je voyais tous ces couloirs avec les affiches justement des anciens artistes qui ont pu truc, et je savais parfaitement, parce que ce Barclays Center, en fait, je le connais mieux que le Zénith de Stras, quoi. Parce que je l'ai visité, mais sous toutes les coutures. Je connais toutes les entrées, toutes les sorties, toutes les portes où elles mènent, toutes les toilettes aussi, parce qu'à un moment ou un autre, il faut y aller quand même. Mais ça m'a... Enfin, j'étais chez moi et je regardais ce programme et je me disais, putain, quand même, quoi. Putain, quelle vie, quoi. Ce Barclays Center à Brooklyn, New York, moi, je le connais mieux que certainement beaucoup d'artistes qui ont pu y performer parce qu'ils y ont été qu'une fois. Moi, je l'ai fait 4-5 fois, quoi, le Barclays Center. Après, on s'en fout. Hein, ça sauve pas ma vie et ça ne paye pas mon loyer. Mais
J'étais content. Voilà, Ça et- paye ton loyer et- en l'occurrence. Oui, en plus, c'est vrai. Mais j'étais content. Il me faut pas grand chose, mais voilà, putain, le Barclays Center, je suis à la maison en fait. Putain, les gars, ils ont filmé chez moi. Quoi. Putain, oh. Je peux finir, je peux m'essuyer là, tranquille. Ah, les bons souvenirs. Non, mais oui, ça doit rappeler tous les souvenirs aussi quand tu vois Bah ça. oui, quoi. oui. C'est- Et ouais, tu te dis, ouais, c'est quand même dingue. Encore une fois, je connais mieux le Barclays Center que le Zénith de Stras. Mais bon. les coulisses de la WWE, et profitez de ce reportage parce qu'André le Géant à découvrir pour tous les jeunes fans. Je sais que vous êtes nombreux également à découvrir le catch chaque année, donc forcément les anciennes légendes, vous le connaissez pas forcément. Le reportage sur André le Géant, c'est 1h30, quoi, une heure et demie. Oui, je pense plus proche d'une heure. Une heure environ, une heure, mais toute sa vie, il vous explique Oui, et en- puis ce sont des les vraies, grandes lignes. ce sont des vraies infos parce que Squeezie a quand même beaucoup bossé pour sa vie, sa courte vidéo, mais il a travaillé, on le voit. Il a certainement lu le livre de Bertrand Hébert et Pat Laprade. Pat Laprade d'ailleurs qui intervient dans le documentaire produit par HBO, qui est l'historien du catch, mais alors international. On a la chance qu'il soit francophone, mais en réalité, même Dave Meltzer, la référence américaine, fait souvent appel à lui lorsqu'il s'agit de cartes, de vieux catcheurs, d'histoire du catch, parce que voilà, Pat Laprade, vraiment, il s'est intéressé à tout ça, et c'est toujours très intéressant de l'entendre parler et de le lire. Je vous invite d'ailleurs à mettre la main sur son livre sur André le Géant, dont s'est inspiré le documentaire. Je crois que le livre n'était pas encore sorti, mais Pat Laprade et Bertrand Hébert avaient déjà commencé à beaucoup bosser. Voilà pourquoi HBO a fait appel à eux. Pat Laprade qui intervient aussi souvent dans les Dark Side of the Ring, qui sont des documentaires que je vous invite aussi à regarder, qui sont très intéressants, plus sur des histoires un peu sombres de l'histoire du catch. On va On conclure cet va épisode. conclure. Après cette belle page par rapport à ce show en France, on a pu parler de Maryse. On va enchaîner donc la semaine prochaine sur le règne de Jinder Mahal. Comment est-ce que ça va se développer du côté de SmackDown et qu'est-ce qui va se passer du côté de Raw également pendant ce temps, parce que du coup Lesnar a le titre, mais on est dans la phase où on voit Lesnar une fois tous les 4 mois. Donc forcément pendant ce temps il faudra combler. Comme d'habitude, écoutez encore une fois, merci de nous avoir suivis pour cette 50e. On se rapproche de la période actuelle, on va dire, donc il reste plus énormément d'épisodes, je pense peut-être une autre cinquantaine, grand max. Mais On sera faire durer. comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 51. On se retrouve dès la semaine prochaine, évidemment, et on évoquera quand même un petit peu WrestleMania, même si on n'est pas trop dans Oui. l'actualité, on parlera quand même du show des shows, clin d'œil, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le numéro 51, qui sera à mon avis très intéressant. Je vous embrasse très fort les amis, je vous souhaite une très belle semaine, et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.